Salut, c'est Marion Lefebvre. C'est le principe même du confinement, isoler. Isoler les gens pour tenter d'isoler le virus, d'enrayer sa propagation et d'éviter les contaminations. C'est nous isoler pour notre propre bien finalement. Étymologiquement, isoler, c'est faire prendre la forme d'une île. Sauf que, sur nos îlots respectifs, on n'est pas égaux devant le fait d'être seul. Certaines et certains peuvent en profiter pour explorer et accepter la solitude, d'autres n'ont pas ce luxe. Qu'est-ce que c'est être isolé pendant ce confinement quand on est une personne âgée par exemple, ou une étudiante loin de sa famille, ou une femme confinée avec un homme violent? Comment est-ce que ces personnes vivent le confinement et quelles sont les stratégies pour limiter cet isolement? Pour ceux et celles qui peuvent, comment est-ce qu'on transforme cet isolement en une solitude plus positive? Pour mieux comprendre tout ça, j'ai appelé Olivier Remaud, philosophe et directeur d'études de l'École des hautes études en sciences sociales, et on a choisi d'entremêler sa parole et vos témoignages. Bienvenue dans Programme B. Alors dans notre situation de confinement, je crois qu'il faut veiller à distinguer un petit peu les situations parce que on est quand même beaucoup dans le cas par cas. Je crois que c'est extrêmement important de ne pas généraliser. Tout dépend des situations personnelles. Donc la solitude, moi c'est un mot auquel j'attache un sens plutôt positif. Je m'explique, c'est-à-dire que si elle est subie, cette solitude, pour moi c'est l'isolement. Je pense qu'il faut vraiment distinguer isolement et solitude. Et en situation de confinement, telle qu'on la vit aujourd'hui, il est plus question d'isolement que de solitude, si encore une fois on considère que la solitude a plutôt un sens positif. On est dans une situation aujourd'hui où l'isolement n'est pas toujours facile à vivre, bien évidemment, et que je pense que l'une des vraies questions, c'est pour beaucoup moins d'arriver à convertir cet isolement en une solitude positive que d'arriver déjà à vivre avec ceux qui nous entourent de manière permanente, probablement durable en plus, ça va durer quelques semaines encore, et à le faire en toute diplomatie et encore une fois dans la meilleure entente. Pas toujours facile, surtout quand on a des voisins pas très solidaires. Moi, je suis étudiante en alternance et j'étudie dans une ville et je travaille dans une autre. Et dans la ville où je travaille, j'ai pas fait installer Internet parce que j'y suis moins souvent et que c'est un appartement que je vais pas avoir pour très longtemps, juste pendant 1 an. Et puis surtout, comme je travaille, au travail, j'ai accès à Internet. Sauf que là, du coup, je suis confinée dans l'appartement de la ville où je travaille, celui où il n'y a pas Internet. Et alors, c'est un appartement qui est dans une grande maison bourgeoise avec un grand jardin. On est 7 appartements dans cette maison et on a un jardin où on fait un potager partagé qui s'appelle le potager Pachamama. Les valeurs de la maison, c'est solidarité, bobo écolo, on mange des graines. Et du coup, comme j'ai pas Internet aujourd'hui et que je suis confinée ici et que d'ici 10 jours, il va falloir que je commence à télétravailler, j'ai demandé à mes voisins s'ils voulaient bien partager leur wifi avec moi. Donc d'abord, j'ai demandé à ceux du haut parce que je les connais et ils m'ont répondu qu'en fait, ils n'avaient pas Internet chez eux parce que elle, quand elle travaille, elle fait du partage de connexion avec son téléphone. Je l'ai pas précisé, mais on est 7 appartements et je capte beaucoup de réseaux Wi-Fi ici. Et après, j'ai demandé à mon voisin d'à côté, celui que je connais le plus, qui m'explique souvent comment on fait la vie d'ailleurs, mais c'est autre chose. Mais du coup, je lui ai demandé à lui, et alors en fait, il a commencé à m'expliquer qu'en fait, il allume pas la Wi-Fi, pas tout le temps en tout cas, parce que voilà, enfin, il l'allume pas, mais il va la rallumer pour moi, et que le réseau, il s'appelle Bbox E,
Et que il va changer le mot de passe et ce sera château avec un accent circonflexe surtout, et le réseau c'est Bbox voilà. Et il ferme la porte. Et donc ça c'était un peu plus tôt dans l'après-midi et là on est le soir. Et du coup depuis il y a pas de réseau qui s'appelle Bbox il y a pas de réseau Bbox en fait. Et du coup je crois qu'en fait il veut pas que je me connecte. Donc du coup, j'ai pas internet parce que mes voisins, ils veulent pas me prêter leur wifi. Donc je sais pas de quoi ils ont peur. Mais du coup, je suis confinée sans internet. Mais j'ai un beau jardin avec un potager partagé qui s'appelle Pachamama et avec les valeurs de la maison qui sont la solidarité. Bon, finalement, un voisin plus sympathique a fini par aider Camille. Mais comme quoi, l'isolement peut être rompu, ou en tout cas atténué, par quelque chose d'aussi simple qu'un code Wi-Fi. Pour d'autres, plus isolés, c'est plus compliqué. Cet isolement, il peut se conjuguer justement de manière extrêmement différente selon les cas de figure. Ce qui me paraît évident, c'est que le confinement, par ailleurs justifié, renforce évidemment l'isolement des gens qui sont déjà isolés. Et ça, c'est un problème qui aura certainement de lourdes conséquences. Je pense aux personnes âgées, voire très âgées, mais pas seulement, les étudiants et étudiantes à l'étranger qui se retrouvent dans un espace très très confiné, enfin très restreint, qui ne parlent peut-être pas très bien la langue de leur pays d'accueil et qui sont dans l'impossibilité de rentrer chez eux alors qu'ils n'ont que de faibles ressources économiques, par exemple. Bon, tous ces cas peuvent aussi en rencontrer d'autres. Déjà isolées avant le confinement, les personnes âgées en EHPAD sont tout particulièrement concernées. Depuis le 11 mars, plus de visites extérieures pour les résidents et les résidentes. Et samedi dernier, le ministre de la Santé a annoncé des mesures encore plus restrictives pour les protéger, quitte à envisager un isolement individuel. Mathilde et ses cousins, en voyant ça, ont lancé un projet qui permet à des anonymes d'écrire des lettres aux résidents et aux résidentes confinés, qu'ils ont appelé « Une lettre, un sourire ». Pour vous expliquer comment le projet est né, c'est vraiment mon père qui, lui, est directeur territorial d'une fondation qui s'appelle Partage et Vie. Donc, c'est des fondations qui gèrent des maisons de retraite, qui revient un soir en nous faisant vraiment part de la souffrance d'une personne âgée d'être seule en EHPAD. Déjà, la situation est compliquée, c'est jamais très drôle pour une personne âgée d'aller en maison de retraite, mais ce qui l'a fait vivre, c'est vraiment la relation humaine. Et là, étant coupé de toute relation humaine, il y a quelque chose de presque inhumain, et ce qui est dit, c'est que si les personnes ne meurent pas de l'EHPAD, elles peuvent mourir de la solitude. C'est quelque chose de très très dur, et c'est pour ça que nous, en entendant ce discours-là, on s'est vraiment regardé en disant mais qu'est-ce qu'on peut faire, sachant que les visites sont interdites, tout était extrêmement vigilant, et c'est pour ça qu'on s'est dit qu'on va écrire des lettres. C'était la seule alternative qui nous semblait possible. Tout le monde est très inquiet, je pense, pour la situation des EHPAD en France, et moi j'ai un retour un peu plus précis par mon père qui y travaille, et c'est vrai que c'est très très noir, et les personnes maintenant doivent être confinées dans leur chambre, en tout cas si le virus rentre. Donc en plus de ça, elles ont même plus de contact elles-mêmes entre elles. Les personnels soignants sont toujours assez, à part bien sûr les besoins vitaux, mais sinon ils sont très distants, donc c'est vraiment pas drôle, ça c'est sûr. On a quelques retours effectivement, donc pas des résidents eux-mêmes, mais plus des animateurs avec lesquels on est en contact, et en général c'est des retours très joyeux. Effectivement, ils sont très heureux d'avoir des lettres. On a des photos qu'on n'a pas eu le droit de diffuser, mais des photos très touchantes, des résidents qui lisent leurs lettres, des messages d'animateurs qui nous disent même les aides-soignants qui lisaient les lettres avaient les larmes aux yeux. Autre population citée par Olivier Remeau, les étudiantes et étudiants, étrangers ou non. Certaines sont bloquées loin de leur famille, dans des appartements exigus et avec très peu de contact avec l'extérieur. Je m'appelle Maria, j'ai 23 ans et je suis actuellement étudiante à Sciences Po Paris, et je suis en master et en césure actuellement, donc je suis stagiaire et en télétravail.
Donc du coup, je vis en résidence universitaire et je vis seule dans un 20 mètres carrés. C'est hyper compliqué. Du coup, puisque j'étais pas sortie, en fait, à partir du moment où la première fois où le président s'était exprimé sur les mesures de confinement, j'avais fait mes courses, j'avais fait des grosses courses, et puis après, j'étais plus sortie. Je suis allée au travail le vendredi, enfin, il s'était exprimé jeudi, il me semble que je suis allée au travail le vendredi, et puis depuis, je suis plus sortie. Depuis 18 jours, je crois que je suis pas sortie, un truc comme ça. Et comment vous vivez, enfin, comment est votre morale déjà, parce que j'imagine que dans un 20 mètres carrés pendant 18 jours, c'est difficile. J'essaye de bouger ma table, histoire de refaire l'agencement de chez moi. Tous les jours, j'essaye de bouger des meubles. Enfin, c'est hyper compliqué puisque c'est une résidence Crous, donc du coup, on n'a pas forcément les moyens de tout bouger, mais tout ce qui est mobile chez moi, je le bouge. J'ai une petite fenêtre balcon. J'essaie de sortir le plus souvent que je peux. J'ai un peu peur d'aller faire mes lessives, mais il faut que j'y aille puisque c'est une résidence étudiante, donc du coup, je sais qu'il y a beaucoup d'étudiants qui sortent et ça me fait un peu peur de sortir, je vais pas mentir, vu le climat anxiogène qui règne. Donc du coup, j'ai fermé ma porte une fois et je l'ai plus ouverte. Donc du coup, faudrait que je descende mes poubelles, faudrait que je fasse ma lessive, etc. Donc, c'est assez dur psychologiquement, mais sinon ça va. L'idée de voir vraiment personne, on se sent seul et de pas avoir de contact humain réel. C'est-à-dire juste voir quelqu'un en chair et en os, ça manque un peu. Et même un peu beaucoup. Et en fait, là, ça fait 18 jours. Mais quand on sait que le confinement va durer beaucoup plus longtemps, ça commence à me faire peur un petit peu. Mais sinon, j'essaie de positiver le plus possible. Moi, j'essaye de pas broyer du noir. Je vais pas dire que ça m'arrive jamais de broyer du noir. Je broie du noir. Et j'essaye de quand même me lever le matin, de me préparer même si je reste chez moi, j'essaye de faire des petites choses en fait qui font que je reste pas au lit. Donc du coup, je vais essayer de me préparer, d'essayer de cuisiner, je vais essayer de me bouger, de faire des activités sportives, ne serait-ce que dans mon appartement, de faire des exercices au sol, etc. D'essayer de faire du stretching, un peu de yoga, de la méditation. Enfin, j'essaie de prendre soin de moi aussi niveau physique. Enfin, j'essaie de faire des masques, enfin tout ce qu'on n'a pas forcément le temps, tout ce qu'on réserve au dimanche, je le fais sur tout le long en fait. Je me dis que c'est tous les jours dimanche. Niveau nourriture, ça se passe comment ? Parce que je sais que c'est pas forcément facile de se faire à manger tout le temps. Et je me demandais comment ça se passait du coup. Sinon, ce que je fais, c'est que moi, je mange pas beaucoup de nature. Donc du coup, et là surtout avec le confinement, etc., j'ai pas l'envie de grignoter. J'ai plus envie en fait de manger ou de m'alimenter. Donc du coup, ce que je fais, c'est que je me force quand même à faire un repas par jour. Mais c'est compliqué en fait puisque on n'a pas forcément envie de manger seul en fait. Au bout d'un moment, le goût de la nourriture, je trouve que seul, c'est moins bon. D'habitude, je mangeais avec une de mes voisines. J'avais l'habitude en fait de manger avec une de mes voisines, mais elle qui a pu rentrer chez elle. Moi, j'ai pas pu malheureusement. Donc du coup, ça fait que là vraiment, on sent la solitude vraiment. Et puis, il y a un autre type d'isolement au moins, qui est l'isolement que j'appellerais de groupe, c'est-à-dire le confinement qui, à ce moment-là, oblige plusieurs personnes à vivre ensemble, dans un espace, dans un même espace. Lorsque les gens sont réunis subitement entre eux-mêmes, avec eux-mêmes, il faudrait évidemment pas que des scénarios de violence entre personnes qui ne se supportent pas ou qui découvrent qu'elles ne se supportent pas se développent. Les violences familiales, les violences au sein des couples, il est évident que ça, c'est le pire. Ces dernières violences ont explosé depuis le début du confinement. Et toutes et tous confinés, ou en tout cas en majorité, c'est d'autant plus difficile de briser le tabou qui entoure ces situations et d'agir. Chloé, membre du groupe de collage contre les féminicides à Paris, qui affiche sur les murs de la capitale des messages contre les féminicides et les violences conjugales,
m'en a un peu parlé. Il y a les premiers chiffres qui sont tombés très récemment. On est sur une augmentation de 36% à Paris et 33% sur le reste du territoire. Donc on voit que c'est des chiffres qui ont augmenté assez drastiquement. On a eu également les résultats de la Chine, où on voit que dans certaines provinces, alors j'ai plus les noms en tête, mais dans certaines provinces, on est à une augmentation de 50% des cas reportés de violences conjugales. Donc on voit bien que le confinement, c'est vraiment un amplificateur et un intensificateur des violences qui sont vécues par les femmes. Ouais. Dans la vie de ces femmes, elles peuvent plus aller au travail pour pouvoir échapper aux violences. Il n'y a plus de moments où on peut échapper à son domicile dans la journée. Du coup, elles se retrouvent totalement confinés avec leur agresseur. Et déjà, pour n'importe qui, c'est extrêmement compliqué de se retrouver confiné à plusieurs sans pouvoir sortir. Mais dans le cas des violences, on se rend compte que ça met une pression supplémentaire sur les épaules de la femme et que les violences, effectivement, s'intensifient. C'est vraiment la dynamique même du confinement, en fait. C'est la pression s'intensifie parce que, justement, les femmes ne peuvent pas sortir, ne peuvent pas échapper à ces violences-là. Et pour autant, être confiné, ça veut pas pour autant dire qu'il faut rester avec un conjoint violent, c'est ça ? Non, tout à fait. Alors, autant on n'a pas le droit de sortir, effectivement, sans motif sérieux, autant il est absolument pas interdit de fuir. Au contraire, les moyens qui sont à disposition de ces femmes pour pouvoir échapper, déjà c'est le 3919, qui est le numéro dédié pour les femmes victimes de violences, qui a été d'ailleurs, je préfère le préciser, suspendu par le gouvernement pendant la première semaine, parce qu'il y a eu une mauvaise anticipation du basculement des répondantes en télétravail, et ça a été quelque chose qu'on a essayé de beaucoup médiatiser, entre guillemets, parce que on trouve ça complètement incroyable que ce qui est censé être la grande cause du quinquennat, on se rend compte en fait que les mesures sont pas du tout mises en place, que les femmes sont complètement abandonnées à leur sort. On le savait en plus que les violences conjugales allaient augmenter parce que c'est un phénomène récurrent. Et là, on se retrouve du coup avec aucun moyen pour les femmes d'avoir une écoute appropriée qui pourrait leur permettre d'avoir une solution pour partir. Donc déjà, ça, c'était quand même assez incroyable. Et la deuxième solution qu'elles ont, évidemment, c'est contacter le 17 en cas d'urgence, en sachant que c'est encore une fois quelque chose qu'on remonte souvent, mais les policiers n'ont pas toujours, c'est le moins qu'on puisse dire, des réponses appropriées à ces femmes-là, et ne sont pas forcément bien formés aussi pour les prendre en charge. Donc nous, on a eu quelques cas, par exemple, cette semaine, de femmes, comme le reste du temps, mais qui appellent la police et qui se retrouvent avec les services de police qui se déplacent tout simplement pas, en fait. Pour certains, l'isolement est donc synonyme de danger, moral, voire physique. Pour beaucoup, découvrir les bienfaits d'être seul avec soi-même n'est pas possible, tout simplement parce qu'il et elle n'en ont pas le luxe. Parvenir à jouir, à bénéficier des atouts de la solitude, soit est une chose à laquelle on est déjà entraîné depuis pas mal de temps, soit est une chose que des conditions très, très matérielles et aussi culturelles, c'est-à-dire liées à, pourquoi pas, un parcours d'éducation, une formation, permettent tout simplement de faire. Voilà, moi ce qui me frappe aujourd'hui, c'est que le confinement, qui est évidemment la seule manière d'agir aujourd'hui, est néanmoins un assez cruel révélateur d'inégalités sociales, c'est clair. La taille des appartements joue beaucoup, comme des maisons, la présence d'un jardin ou pas, mais aussi un cruel révélateur d'inégalités presque intérieures, je dirais. Parce que découvrir la solitude et en jouir en quelques jours, c'est évidemment très très difficile, ça ne se fait pas en un tour de main. Donc j'ai demandé à Olivier Remeau ce qu'il pensait des journaux de confinement d'auteuristes qui ont été publiés ces dernières semaines. Il m'a dit ne pas les avoir beaucoup lus, mais qu'en effet, jouir de la solitude n'est probablement pas réservé à tout le monde, même s'il voyait d'un bon œil tout ce qui pouvait être prétexte à remplir nos vies. Celles et ceux qui peuvent se mettent donc à écrire, reprennent leurs crayons de couleur, font des gâteaux, du pain, essaient de s'attaquer à un livre qui prend la poussière sur une étagère depuis trop longtemps, et tant mieux. Ce qu'il est important de rappeler, c'est qu'on n'est pas tous égaux face à la solitude et ou à l'isolement.
Si vous vous sentez seul ou vous êtes isolé et que vous pouvez écouter cet épisode pourtant, c'est que vous avez accès à Internet. Alors on s'est dit qu'on allait essayer de vous faire sourire tout de même. En octobre dernier, il y a une étude scientifique allemande qui a conclu qu'écouter des chansons tristes pouvait rendre heureux. Moi, j'ai toujours adoré écouter des chansons tristes sans trop savoir pourquoi. En fait, le tempo lent de la plupart des mélodies aurait un effet cathartique, nous délesterait nos émotions négatives. Donc pour l'occasion, on vous propose un petit extrait de Message personnel de Françoise Hardy. Et pour prolonger votre écoute, retrouvez notre playlist spécialement créée pour l'occasion sur Spotify, Binge Audio, Ensemble chez soi. Je voudrais vous les dire, et je voudrais les vivre. Je ne le ferai pas. Je veux, je ne peux pas. Je suis seule à crever et je sais où vous êtes. J'arrive, attendez-moi, nous allons nous connaître. Préparez votre temps pour vous, j'ai tout le mien. Je voudrais arriver, je reste, je me déteste, je n'arriverai pas, je veux, je ne peux pas. Je devrais vous parler, je devrais arriver, ou je devrais dormir. J'ai peur que tu sois sourd, j'ai peur que tu sois lâche. J'ai peur d'être indiscrète. Je ne peux pas vous dire que je t'aime, peut-être. Merci à toutes celles et ceux qui ont témoigné dans cet épisode, Camille, Mathilde, Maria, Chloé, et merci à Olivier Remaud. Merci pour vos nombreux témoignages, on pense à vous toutes et tous. Programme B, c'est un podcast de Binge Audio, préparé par Lorraine Bess et réalisé par Mathieu Thévenon. Abonnez-vous sur votre appli de podcast préféré pour ne manquer aucun de nos épisodes. Continuez à appliquer les gestes barrières et à prendre soin des uns des autres à distance. Pour nous parler comme toujours, il y a Facebook, Twitter et Instagram. Et à demain pour un nouvel épisode.